Le cercle RH, le débat de Smart Job. On parle aujourd'hui de l'absentéisme. Alors c'est un sujet dont tout le monde a entendu parler, mais il y a une bataille de chiffres sur a-t-il baissé, état des lieux post-Covid. On sait que l'absentéisme a été élevé, mais dans des proportions moindres. On y reviendra pendant cette période Covid. Et puis il y a des troubles psychologiques, j'allais dire presque psychiques, avec des salariés qui s'arrêtent sur des périodes d'ailleurs assez longues, parce que ce sont des personnes qui, effectivement, en sortie de Covid, sont un peu perdues. On va faire le point. Ça coûte très cher aux entreprises, cette question de l'absentéisme. Puis on va s'intéresser au dessous de l'absentéisme, les véritables raisons qui poussent un salarié à se mettre en arrêt maladie. Puis on parlera, j'en suis sûr, c'est un sujet qui passionne un de mes invités, l'écart entre le public et le privé. Vous savez, ces carences qui ne sont pas les mêmes. On va faire le point. Sabeya Bouchakour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Diosassi. 5000 collaborateurs et vous êtes présent dans plus de 40 pays. Qui est un groupe multispécialiste dans le conseil et le courtage d'assurance. On fera le point avec vous sur les chiffres. Vous avez des chiffres avec un panel très large. Oui. Et puis, il y a d'autres institutions qui, eux, proposent d'autres chiffres. On va les croiser et les commenter. Flaubert Vuillier, c'est de vous dont je parlais à l'instant, fondateur de la Manufacture RH. Alors, vous étiez venu faire une chronique coup de poing sur l'absentéisme il y a quelques mois. Je pense que vous reprendrez ces arguments et on parlera peut-être avec vous de cette question un petit peu d'écart entre le public et le privé, cette bataille sur les jours de carence qui ne sont pas les mêmes, et on fera le point avec vous dans quelques instants. Merci en tout cas d'être là. Et puis notre dernier invité, Thierry Meillat. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes avocat en droit social et on fera le point, tant sur j'allais dire le coût, parce que ça pèse beaucoup sur les épaules des entreprises, que sur le droit. Qu'est-ce que dit le Code du travail en matière d'arrêt maladie. Sabeya Bouchakour, rentrons dans le vif du sujet. D'après vos chiffres, on a eu une augmentation en 2020 et en 2021, on est à 4,94%, qui est le taux d'absentéisme. Alors sur votre panel, de combien de personnes interrogées ? 470 000 personnes par an en moyenne sur 4 ans. Donc c'est un très gros panel, oui. Mixant pour être totalement complet dans notre débat, CDD et CDI. Tout à fait. Ce qui veut dire que les chiffres d'autres institutions comme Malakoff n'ont peut-être pas pris les mêmes supports. Le panel n'est pas le même. Le panel n'est pas le même. Et eux indiquent que ça progresse. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période-là aujourd'hui comparée à celle du Covid ? On a des salariés qui ne sont plus touchés par le Covid, mais j'ai le sentiment qu'on a des salariés qui sont atteints psychologiquement. Est-ce que ça, vous le confirmez ? Alors, on a toujours, en 2021, des arrêts directement liés au Covid. Donc c'est toujours présent. Par contre, effectivement, on est sorti de cet état de sidération dans lequel nous étions en 2020, avec une hausse évidemment directement liée à l'impact du Covid. Mais on a effectivement une hausse marquée post-Covid, notamment dans certains secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on sent l'avant et l'après-crise. Il y a une hausse toute particulière dans la santé et dans le commerce. Donc là, on voit bien que les gens qui ont été au front pendant le Covid, il y a une tendance de fond entre 2019 et 2021, qui est à la hausse. L'absentéisme, comment vous le regardez, cet absentéisme ? Vous avez regardé les chiffres aussi, vous travaillez sur ce sujet. On est encore dans les effets Covid, parce qu'on ne peut pas considérer, il y a eu les gardes d'enfants, des mères de famille, des pères qui disaient moi je suis obligé de me mettre en arrêt maladie, je ne suis pas malade, mais mon enfant, l'école est fermée. Donc là, c'est un absentéisme qui n'est pas lié à la maladie. Là, en post-Covid, j'ai quand même l'impression qu'il y a des salariés usés, fatigués, qui disent moi j'ai tout donné pendant le Covid, là je m'arrête. Oui, je pense qu'il peut y avoir cette conséquence, en effet. On sait que le Covid, c'est pas ponctuel. Il y a des Covid longs, il y a plein de choses qui ont bougé en entreprise. Et puis, on a aussi eu tout ce spectacle lié à l'absentéisme des cas contacts. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis cas contact, je contacte mon médecin, etc. Je pense qu'évidemment, tout ça... Il y a eu un petit effet d'aubaine ou pas sur les cas contacts ? Est-ce que certains ont tiré un peu sur la corde ou pas ? Ou c'était vraiment lié à une angoisse parce que c'est vrai qu'il y a eu les cas contacts, on s'arrêtait une semaine, on n'était pas sûr, on attendait le test, on avait 3 jours, il fallait voir le médecin. Moi, je pense que les gens ont quand même joué le jeu, notamment des messages qui étaient passés sur le fait d'aller protéger aussi les collègues de travail. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est cas contact de se dire « Ok, je suis responsable et je ne vais pas faire courir un risque aux autres ». Et ça va au-delà. Thierry Meillat, Hogan Lovells. Il y a même eu en fait une grande incompréhension et incertitude à certaines périodes sur ce qu'était un cas contact. Bah oui. C'est-à-dire qu'en plus, dans le doute, il fallait plutôt se déclarer cas contact. En tout cas, beaucoup d'employeurs tenaient à ce que les salariés se déclarent plutôt cas contact. Et je pense notamment à une période qui finalement est relativement récente, quand il y a eu la hausse absolument incroyable, effectivement, des cas à
la fin de l'année dernière, au début de cette année. Donc ça va jusqu'à très récemment. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont quand même globalement joué le jeu et n'oublions pas que c'était pas simple de déterminer ce qui était un cas contact ou pas. En tout cas, on a une augmentation là, du nombre d'arrêts maladie, parce qu'il faut aller voir un médecin qui fait une feuille d'arrêt maladie, qui est envoyée à la Sécu. Et l'entreprise ensuite doit gérer. On parlera ensuite de l'organisation d'une entreprise lorsqu'il y a des arrêts maladie, des postes qui disparaissent dans la grande distribution, enfin qui désorganisent l'entreprise. Vous êtes allé, vous, Thierry Meillat, jeter un œil du côté de la Sécu, parce qu'on a plusieurs sources de chiffres, c'est intéressant. Qu'est-ce que dit la Sécu? Les chiffres s'arrêtent en 2020, donc on est un peu embêté là. Il y a un décalage d'un an, puisque le rapport de l'assurance maladie est publié à la fin de l'année, donc cette fois-ci fin d'année 2021 pour 2020. Mais ce qui est intéressant, alors là on parle uniquement de maladies professionnelles, accidents du travail. Alors évidemment, baisse des accidents du travail, ce qui est logique, puisqu'il y a des confinements, donc on n'allait pas au travail, donc on risquait pas d'avoir des accidents du travail. Mais en revanche, en maladie, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans ce rapport, on constate une hausse de 37% des maladies professionnelles, c'est-à-dire les maladies reconnues comme telles par la Sécurité sociale après une procédure particulière, parce que c'est ce qu'on appelle des maladies hors tableau, pour des maladies, des affections psychiques et psychologiques. Donc dès 2020. Oui, donc dès 2020, ça corrobore bien, en fait, ça va en tout cas dans le sens de votre étude. La Sécurité sociale a constaté aussi cette évolution, et encore une fois, dans un périmètre qui est plus réduit, qui est celui des maladies professionnelles, qui obéissent à un protocole très particulier. Dans l'étude que vous avez devant vous, parmi les items et les pourcentages, il y a un très fort pourcentage lié aux maladies psychologiques et psychiques. Ça, vous le constatez? Oui. On a 60% des salariés qui nous déclarent que leur métier a un impact négatif sur leur santé mentale. C'est très important. Ça fait partie des résultats qui nous ont vraiment interpellés. Donc, ça interroge beaucoup. Et qui doivent interroger les entreprises. Hein. Et 50% des salariés qui déclarent que leur métier a un impact sur leur santé physique. Parce qu'on en parle trop peu. Mais le travail continue à avoir un impact physique pour beaucoup de métiers. Et ça, effectivement, ça nous a beaucoup interpellés. Donc, on a mené 2 études en parallèle. Une étude statistique à partir des données d'absence que nous avions et une enquête réalisée auprès de 3000 salariés où on leur a posé la question très directement, pour ceux qui ont été absents en 2021, pour quel motif avez-vous été absent? 44% ont été absents pour avoir été infectés par le Covid ou cas contact. Ensuite, dans les motifs qui viennent en tête des motifs, on a les maladies saisonnières, grippe, gastro, etc., qui sont assez classiques. Et ensuite, on a les TMS et les risques psychosociaux qui représentent une part importante. Troubles musculo-squelettiques et les maladies psychiques. Tout à fait. Et les TMS, toujours dans l'étude de la Sécurité sociale, on en parle peu, 87% des maladies professionnelles déclarées en 2020. Mais alors, c'est intéressant. C'est énorme. Ce qu'on se dit sur le plateau, parce que vu de loin, sans être au contact, c'est le cas de le dire, on a l'impression que tout est réglé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et quand on voit vos chiffres, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin, Flaubert, à faire sur les améliorations des postes de travail, pas forcément que dans les métiers manuels. Et puis, il faut que les entreprises fassent un effort sur l'accompagnement psychique. Enfin, ça me semble être une urgence, non? Oui. Vous êtes surpris de ces chiffres-là? Alors, je suis surpris. Après, dans l'étude Malakoff, il y avait aussi une augmentation des troubles psychologiques, du bien-être des collaboratrices et collaborateurs. Après, ce que j'aime bien toujours comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, 60% des personnes disent « mon travail a un impact négatif sur ce qui se passe dans ma tête ». OK, après, il y a certainement des degrés aussi. Quand on répond à une question comme ça, c'est quel est le degré? Est-ce que ça me perturbe un peu? Est-ce que ça m'empêche de dormir? Est-ce que ça m'empêche de vivre? Et auquel cas là, je serais tenté de dire, en effet, il y a des choses à mettre en place, mais il faut comprendre vraiment ce qu'il y a derrière aussi. Si on veut affiner, ils sont ensuite... encore. Voilà, ils sont ensuite 48% à nous déclarer à être stressés, quand même, ce qui est, donc, quand on interroge uniquement les gens malades... C'est le premier pas, ça. Ils sont 57% à se déclarer stressés lorsqu'on interroge que les gens ayant été malades. Et on va sûrement parler du télétravail ensuite. Oui. On parle, les salariés qui sont en télétravail, qui représentent 35% des salariés dans notre enquête, se déclarent isolés à 50%. Quand on parle de risques psychosociaux, quand on parle de risques psychosociaux, voilà, la notion de stress et d'isolement
cumulés, là, ça devient des signaux d'alerte qui s'ajoutent. Juste un mot, alors ça dépasse peut-être vos compétences d'avocat en droit du travail, mais le contexte dans lequel on vit, une forme de difficulté un peu existentielle, il y a la guerre, il y a l'inflation, il y a la sortie Covid, il y a peut-être le Covid qui va revenir à l'automne, puisqu'en fait il pointe son nez à chaque automne. Est-ce que c'est pas, au-delà même des responsabilités de l'entreprise, c'est pas pour dédouaner l'entreprise, mais il y a une sorte de climat qui fait que même quand on entre et que l'entreprise fait tout ce qu'elle peut pour bien faire, on arrive, on n'est pas bien, quoi. Sur l'environnement anxiogène, évidemment, je ne me prononcerai pas parce que c'est pas mon domaine, mais par contre, ce que je peux dire, pour être avocat d'entreprise et parfois de grandes entreprises, c'est que beaucoup est fait et beaucoup a été fait. C'est ce que je dis. Du côté des entreprises depuis plusieurs années, peut-être plutôt les plus grandes, mais en fait, c'est plus général que ça. Il y a une prise de conscience. En matière de prévention, en matière, par exemple, de droit à la déconnexion, qui est devenu un sujet de négociation obligatoire, QVT, qualité de vie au travail, tout ça, ça existe dans les accords d'égalité professionnelle. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de travail de prévention, des plans de prévention, le document unique d'évaluation des risques, qui est devenu essentiel pendant le Covid, qui doit faire l'objet de la consultation des CSE. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça interroge d'autant plus, mais vous avez peut-être raison, ça peut être lié aussi avec un environnement extra-professionnel. Vous le confirmez, vous dites que les entreprises, elles ont pris conscience de plein de choses. Elles ont pris conscience. Est-ce qu'elles agissent peut-être? Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Le télétravail est un formidable exemple. C'était à la base la plus belle des solutions qu'on ait pu trouver, qui s'est imposée à tout le monde. Les dernières réticences sont tombées. Et puis on est en train de se rendre compte avec le temps que, ok, c'est bien, mais on abusait et ça craint, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité des entreprises de mettre en place des choses pour faire bouger un peu le curseur. Ça y est, est-ce que le tout télétravail, je pense qu'on en est revenu. Oui, l'homme est un animal social, il a besoin de collaborer. Et à quoi sert l'entreprise on voit que le lieu de travail devient de plus en plus un endroit où les gens viennent travailler ensemble. Lieu de sociabilité, gérer l'administratif en télétravail. Mais n'oublions pas une chose, c'est que seulement 40% des métiers sont télétravailleurs. Bien sûr. C'est pas la majorité. Et il y en a encore beaucoup de métiers qui ne sont pas... Juste ce chiffre quand même, parce que c'est la NDRH. Alors, le panel est plus faible, parce que c'est vrai que votre étude, elle a un très gros panel, que ce soit l'enquête ou l'étude. 10 à 15%, nous dit la NDRH, d'absentéisme chaque jour en entreprise. Chiffre fin mars 2022. C'est quand même... ça donne une indication assez précise Alors, est-ce que c'est lié à la vague Covid qui continue toujours, même si les médias en parlent moins? Est-ce que c'est toute la difficulté d'affiner ces chiffres? Sur le télétravail, qu'est-ce que vous dit votre étude? Parce que les salariés, j'entends ce que dit Flaubert, on est un peu comme ça dans un mouvement de reflux. Mais en même temps, les salariés, quand on les interroge, ils vous disent, moi, je veux les deux. Oui. Je voudrais l'hybride, je voudrais être 2 jours chez moi pour travailler au calme, être bien, et puis 3 jours pour voir mes collègues. C'est un peu ça l'idée. Alors, ils plébiscitent largement le télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont 79% à dire qu'ils sont satisfaits de l'organisation du télétravail dans leur entreprise. Mais quand on leur pose la question des difficultés soulevées par le télétravail, on parlait de l'isolement tout à l'heure, mais effectivement, toutes les questions de cohésion, les managers de proximité, pour eux, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand on regarde plus précisément les réponses des managers de proximité, maintenir la cohésion dans l'équipe, c'est-à-dire qu'effectivement, là où le télétravail correspondait à une réponse, à une possibilité d'avoir un équilibre vie privée, vie pro, là, on a une part importante des salariés qui nous précisent que c'est une difficulté d'avoir un équilibre vie privée, est-ce qu'un salarié en télétravail s'arrête moins souvent qu'un salarié à temps plein 5 jours en présentiel? Ça, c'est une vraie question. Ça réduit l'absentéisme court. Ce qu'on a constaté mécaniquement, forcément, quelqu'un qui est en télétravail 2 à 3 jours par semaine, etc., on a une baisse de l'absentéisme que nous on appelle l'absentéisme perlé, c'est-à-dire court et fréquent. Par contre, l'absentéisme... Ce qui n'est pas toujours lié à une maladie, je m'autorise. Non, mais qui est lié à des difficultés d'organisation de vie, garde d'enfants. On n'est pas forcément malade. Enfin, on utilise l'arrêt maladie comme un prétexte. Alors, quand on a posé la question, est-ce que vous avez été arrêté pour d'autres motifs que pour des motifs de santé, 7% des salariés nous répondent oui. Bon. Il y a de la garde d'enfants, il y a des enjeux de proches qu'il faut aider, etc. Les aidants. Et on a 2% de salariés qui reconnaissent être arrêtés pour convenance personnelle. J'en parle parce que nous, quand on arrive en entreprise, on nous parle beaucoup d'absentéisme, de complaisance. Ça veut dire que... J'allais y venir. Est-ce qu'on est des tirs au flanc ou pas? Il n'y en a que 2% qui le disent. Alors, on en parle... Qui le disent. Alors, vous voyez comment ça met les pieds dans le plat? Oui, mais pour le coup, nous, on a plutôt tendance quand même à se fier à la sincérité des réponses qui ont été données dans cette... Parce que c'est en ligne,
couvert d'anonymat, et puis ça se recoupe plutôt bien avec les données statistiques qu'on a par Donc ailleurs. vous dites une infime minorité qui tire au flanc et qui utilise l'arrêt maladie pour aller à la pêche. Mais c'est vrai que dans les personnes qui nous répondent qu'elles n'ont pas été dans une situation de burn-out, etc., on a cette espèce de, pardonnez-moi l'expression, de ventre mou, de fatigue, de lassitude. C'est ça. Ils sont nombreux à parler de fatigue et de lassitude. Et nous, notre point de vigilance, c'est de se dire il y aura un après-Covid et l'absentéisme, il risque malheureusement d'augmenter. Flaubert Vullier et Thierry Meillard. Deux choses là. Parce que là, les tirs au flanc, c'est un vrai débat presque politique, ça. Vous savez, les arrêts maladie de complaisance, les Français sont des fainéants. Oui, après, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. En revanche, je crois que c'est dans votre étude où il y avait quelque chose sur l'absentéisme plus important à partir du moment où les gens habitent loin de leur lieu de travail. Et je pense que ça, le télétravail est une vraie bonne réponse. Et je remets Arnaud sur la table pour la 3e fois, le télétravail thérapeutique, qui pour moi est une vraie bonne solution pour limiter ces arrêts de courte durée, permettre aux collaborateurs de ne pas perdre d'argent. Je suis pas bien, mais je bosse quand même, mais chez moi. Voilà, et permettre à l'entreprise de ne pas devoir remplacer. Et je suis pas bien, ou juste, je reprends mon exemple de l'entorse. L'entorse, exact. Mais je suis comptable, ou je peux travailler depuis chez moi, j'ai travailler. l'entorse, mais voilà, et je ne perds pas d'argent, et l'entreprise gagne, et tout le monde, et la Sécu gagne aussi. Très compliqué juridiquement, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on a une affection, le fait de travailler, même si c'est à distance, aujourd'hui, c'est pas vraiment reconnu par la sécurité sociale, et donc derrière, ça peut entraîner une mise en cause de l'employeur pour faute inexcusable. De télétravail. Mais ça pourrait évoluer après tout. C'est une demande d'ailleurs. Je prends la jurisprudence Covid, et là il y avait beaucoup de gens qui avaient le Covid, dont des ministres. Et qui travaillaient, évidemment. Tout à fait, et donc on pourrait s'appuyer sur ce changement d'état d'esprit et dire, allez, évolution des mentalités. C'est pour revenir juste sur les tirs au flanc. Moi, je mets des guillemets. Entre guillemets, petit bout de la lorgnette, c'est quand même, j'ai eu assez peu d'appels de clients me saisissant de ce type de situation. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a, évidemment, mais ça n'a pas été si gigantesque que ça. Donc finalement, moi aussi, je crois assez aux 2%, là, à ce petit pourcentage. Ce qui rejoint plutôt les résultats qu'on a quand on fait du contrôle médical, par rapport au nombre de fraudes constatées. Bonjour, montrez-nous. C'est assez faible, le nombre de... Contrôle médical mené par la Sécu, on est d'accord. Ou à l'initiative de l'employeur. Ou par on a assez vous. peu de fraudes constatées, tout de même. Vous avez des équipes qui vont frapper au portes. C'est souvent davantage des organismes de prévoyance, d'ailleurs, pour le complémentaire. Tout à fait. Juste un petit mot, un détail, et après on va parler de public-privé, mais ça coûte combien une entreprise? Parce qu'évidemment, on voit le niveau d'absentéisme et d'arrêt maladie. Comment ça se passe? C'est compliqué à chiffrer. Vous avez toute la partie, alors celle-là, elle est chiffrable relativement facilement. C'est celle qui correspond aux AT-MP. Bon, quand je dis facilement, non, parce que les taux évoluent selon le nombre d'AT, donc c'est très complexe, mais en tout cas, c'est calculé. Après, l'autre, c'est-à-dire tout ce qui relève de la prévoyance, ça coûte extrêmement cher. Et je pense que madame ne me contredira pas. Mais après, ça dépend beaucoup, effectivement, des types de prévoyance qui existent dans l'entreprise, sachant que la prévoyance est obligatoire de toute façon. Donc, toutes les entreprises ont donc, ça veut dire que, Guillaume Sassi, vous avez vos clients et vous leur dites, attendez, il faut faire quelque chose là. Oui. Vous avez un niveau d'absentéisme qui est trop élevé. Je ne parle pas des coûts pour l'entreprise en interne, mais ça augmente, j'imagine, les polices d'assurance, forcément. Ça a un coût tel que l'inaction coûte toujours plus cher que la prévention. Dans tous les cas. Donc ça, c'est le conseil que vous leur donnez, qui est vif. Non, mais pour le coup, c'est vraiment là, quand on ajoute alors là, c'est vraiment les coûts directs. Maintenant, c'est vrai qu'on parle souvent de 1,8 à plus de 2% de la masse salariale, mais mais d'une entreprise à l'autre, quand on est dans le commerce, par exemple, et qu'on est sur un effectif à flux tendu, une vendeuse en moins dans le magasin, ça a un impact sur le chiffre d'affaires, sur le panier moyen. Donc voilà, donc c'est vraiment, nous, quand on réalise des études d'absentéisme, on se rend compte que le coût dans une même entreprise n'est pas le même en réalité. On a des pertes de productivité, donc ça serait... on ne peut pas avoir... Il n'y a pas de formule magique pour définir effectivement le coût de l'absentéisme, mais c'est vrai que le coût est énorme. Je rappelle juste, pour donner un chiffre que j'aime toujours donner quand je parle d'absentéisme, quand on commence à être à 6% d'absentéisme, le 15 de France de rugby joue à 14, uniquement sur ces éléments-là. Sur l'ensemble du match, c'est pas un carton jaune, on est d'accord. Sur l'ensemble du match, sans compter ceux qui sont en congé payé, en formation, etc. Dans une équipe qui fait de la vente, j'ai bien connu,
c'est de la perte sèche et ça coûte beaucoup d'argent. Juste, j'aimerais qu'on fasse un point parce qu'il y a eu un débat politique et ça touchait à l'absentéisme, qui était d'ailleurs un débat soulevé sur certains Français utilisent les arrêts maladie de complaisance. La différence entre le public et le privé, essayez de nous éclairer. Il y avait des jours de carence, on n'a pas les mêmes quand on est dans le public. Non, mais pour simplifier, il n'y en a pas dans le public. Voilà. Alors, il y en a eu, puis il n'y en a plus eu. Voilà. En fait, il y avait toute une histoire autour Et on de a ça. réintroduit des jours de carence. Alors voilà, et puis... et dans 2 jours. Oui, et dans le privé, il y a des jours. 2 jours. Voilà. Alors qu'on soit bien précis, là, je me tourne vers vous, il y a donc 2 jours qui ne sont pas pris en charge par l'employeur, on est d'accord? Oui. Donc on n'est rémunéré que sur le montant Sécu. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées notamment dans le public par rapport à la suppression des jours de carence. Ce qu'on constate, c'est qu'à court terme, il y a un impact sur l'absentéisme court, mais qu'à long terme, il n'y a pas d'impact en réalité. C'est-à-dire Donc que il tire pas. Ah bon, il y a un effet, j'allais dire, enfin, oui. alors il y a peut-être il y a des dogmes autour parce de... que c'est dissuasif. On se dit, mais je suis rémunéré que sur la Sécu, je perds de l'argent. En tout cas, quand on regarde un peu les chiffres sur la suppression des délais de carence, il y a un moment donné où ça se lisse tout de même. C'est-à-dire qu'on constate un effet de baisse de l'absentéisme une fois qu'on met en place des délais de carence, mais sur le long terme, on constate que ça se lisse tout de même. Mais donc c'est un peu comme pour le chômage, Flaubert Vullier, il y a un absentéisme structurel et un absentéisme conjoncturel. J'ai le sentiment qu'on pourrait le traiter de cette manière. Il y a une forme d'absentéisme contre lequel on ne pourra pas descendre en dessous d'un certain taux. Vous êtes d'accord? Ou est-ce qu'on peut arriver à se dire l'absentéisme, et si les boîtes font bien leur boulot, que la guerre en Ukraine s'arrête et que le ciel brille, globalement, on n'a pas de raison de s'arrêter? Non, je ne pense pas, déjà pour une seule et bonne raison, c'est que nous sommes des êtres humains, Oui. et qu'à un moment donné, Oui, je vous on a confirme. le droit de tomber malade. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et surtout, on a le droit et on a le devoir de s'arrêter quand on est malade, parce qu'on pourrait parler du présentéisme et de ce que ça peut engendrer aussi. C'est vrai. Bon, Donc c'est en un revanche, droit. C'est un droit. Voilà, c'est un droit. En revanche, pour moi, l'absentéisme n'est pas une fatalité. Et quand on est à des taux de 5, 6, 7, Là, il faut j'en ai vu s'interroger. encore plus haut. On peut Dans quel mettre secteur en place- vous vous souvenez des secteurs? Restauration. Restauration. Eh oui, eh oui. Moi, j'ai connu des taux à plus de 10%, Oui. 10-12% d'absentéisme. Donc là, c'est fatigue, c'est stress, c'est Ah, tout, quoi. C'est là, on joue aussi un peu avec la règle quand même, ça, qu'on se le dise. Hein. Il y a voilà, il y en a quand même qui jouent un peu avec le système aussi quand on commence à être à 12% d'absentéisme. Voilà. Mais après, il y a des choses à faire. Et ce n'est pas une fatalité, il y a plein de choses à mettre en place. Il faut déjà connaître ces chiffres, c'est la première des Ouais, bien choses. sûr. Un DRH, un dirigeant doit Essentiel. connaître ces chiffres pour ensuite pouvoir comprendre et aller se dire quelle est la population la plus touchée. Il y a des périodes de l'année, moi je vous parle de la restauration, quand il y a de la livraison, on sait très bien qu'il y a des moments dans l'année, au mois de novembre quand il pleut, il y a plus d'absentéisme, c'est plus difficile de travailler sous la pluie, etc. Comment je comprends ça, mes populations, comment je communique Et comment je m'adapte aussi? et comment je crée un droit à l'absence aussi. Comment j'explique que je peux donner des congés par anticipation. Il y a encore des entreprises qui se disent « Oh non, je ne veux pas donner les Et donc congés les gens par s'arrêtent. anticipation. Donc, de fait. Donc là, ils se mettent en maladie. Et on est en pleine prévention des risques, qui encore une fois est une obligation majeure du droit du travail. Je pense qu'il faut le souligner. C'est toute une démarche, c'est une démarche permanente, la prévention des risques. Et évidemment, le but est d'arriver à identifier les causes d'absentéisme pour les limiter réduire. la Alors, survenance. les supprimer, effectivement, ça paraît a priori impossible. Enfin, parce que On est d'accord. Oui, les entreprises. Et puis de toute façon, la nature se venge, puisque manifestement, La nature se venge. elle trouve des moyens de toute Non, façon. Oui, la nature nous envoie des On maladies. est malade Oui. de toute façon. Non, C'est vrai, c'est vrai. et puis les entreprises les plus vertueuses qu'on accompagne, elles sont à Tout à 2%. Enfin, 2%, c'est oui. le bon chiffre, C'est-à-dire j'allais qu'il dire. y a quand même un moment donné, enfin, il y a des pathologies lourdes, malheureusement. 94, Il y a le des- chiffre moyen. Voilà, il y a des choses sur lesquelles, voilà, on ne peut. C'est pour ça Bien qu'il y a sûr. même des DRH, nous, des fois, qui sont crispés quand on parle d'absentéisme compressible, parce qu'ils nous disent, ben non, il y a un moment donné, il y a. L'humain, voilà. c'est l'humain. Donc il y a une partie de l'absentéisme sur lesquels on a des leviers d'action. Donc là, effectivement, mais il y a, en dessous de 2%, ça devient quand même compliqué. C'est-à-dire, Mais y les- compris pour les entreprises. Mais les plus risques vertueuses. psychosociaux, c'est quand même aujourd'hui un domaine d'analyse. Avant de nous quitter, on n'aura pas le essentiel. temps de parler du public parce qu'il y a aussi des collectivités territoriales. J'ai vu qu'il y avait des chiffres alarmants d'absentéisme colossaux. Est-ce que Diosassi travaille sur cette question? Est-ce que vous avez un levier sur les collectivités territoriales, j'irais les fonctionnaires pour le dire de manière un peu générale, ou est-ce que c'est un secteur sur lequel vous ne vous penchez pas et sur lequel il y a un énorme travail à faire sur l'absentéisme? Alors, c'est précisément un secteur sur lequel on se développe et pour Et lequel, oui. justement, on Il y a allait du dire- travail, vous confirmez? Voilà, et on mutualise les efforts parce que les mairies qui sont toutes seules dans leur coin, à un moment donné, elles n'ont pas la direction, le référent. Donc, en fait, nous, on les aide à mutualiser un peu ces enjeux
pour avoir vraiment des références sur ces enjeux de prévention. Parce que le problème, c'est toujours le manque de ressources dédiées au sujet de prévention. On est d'accord. On n'a pas les chiffres, Thierry Meillat, sur l'absence. Parce qu'on a eu des chiffres assez précis là, dans le privé, avec des panels très précis. La fonction publique, c'est compliqué d'avoir des chiffres. C'est des rapports secrets. Et surtout la fonction publique territoriale, mais c'est beau, qui est extrêmement émiettée. Tout Pour à avoir fait. exercé des fonctions de conseiller municipal dans une petite commune rurale, effectivement, vous parlez parfaitement des secrétaires de mairie qui sont des postes tout à fait particuliers, qui ont des risques, et tout à fait essentiels, qui connaissent, qui sont confrontés à des risques très spécifiques et qui sont mal connus parce qu'effectivement c'est totalement émietté. En fait, on est dans un domaine largement inconnu. Donc c'est intéressant ce que vous dites, Sabeya Bouchakour, c'est que Diosassi s'oriente aussi vers un travail d'accompagnement, de prévention, parce que je pense que les chiffres sont assez alarmants. Alors simplement, si j'ai bien compris, les conseils régionaux gardent sous leur coude ces chiffres d'absentéisme. D'après les informations que j'ai pu glaner, c'est lié à un problème de sens au travail, de difficulté finalement de repères même dans l'organisation. Déjà rien que le fait de ne pas avoir les chiffres, c'est alarmant. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Il y a des enjeux aussi de standardisation, d'avoir des outils, des modes de calcul même qui vous, soient vous les êtes dans mêmes. le flou là. Non, mais alors nous, on essaye justement de leur donner des éléments de benchmark et de les accompagner, y compris pour se positionner les uns par rapport aux autres, parce que tout le monde ne met pas la même chose derrière un taux d'absentéisme. Donc on est d'accord. Voilà. D'où le débat qu'on a eu au début sur les chiffres, savoir les panels, la manière dont on calculait. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir se comparer. Exactement. Mais voilà, sur la durée surtout, donc prendre des données, les suivre et pouvoir les faire baisser. Pouvoir constater les choses. Exactement. C'est à partir des constatations qu'on peut. Merci à vous trois pour ce débat passionnant qu'on suivra, ce débat de l'absentéisme, et puis peut-être aussi de creuser un peu plus du côté des collectivités territoriales, parce que ça c'est un sujet aussi on a encore des marges et vous êtes en train de travailler dessus. Merci Sabeya Bouchakour, directrice conseil chargée de la prévention des risques et de l'absentéisme chez Diosassi. Merci à Flaubert Vuillier d'être venu nous rendre visite, fondateur de la Manufacture RH, avec travailler même lorsqu'on est blessé, qui s'appelle le congé thérapeutique. Le mi-temps, le temps télétravail thérapeutique. Même vous ne maîtrisiez plus votre punchline. Le télétravail thérapeutique. Merci à Thierry Meillat, avocat en droit social, droit du travail, chez Logan Howells. Je n'avais pas précisé le nom de votre cabinet. Lovels. Voilà. J'ai mis l'accent. Lovels. Voilà, c'était le débat du cercle RH consacré à l'absentéisme. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et on parle d'un réseau social. Vous allez le voir, tout le monde le connaît.